Bonjour à tous. Alors moi, je me présente, je m'appelle Mouchra, je suis membre active au sein de l'ALE Paris et étudiante en deuxième année. Je vous présente aujourd'hui la conf IPR de l'ALI. Je vais partager mon écran. Ça veut pas. Voilà. Alors, au niveau du déroulé de cette conférence, on aura la présentation de la filière IPR avec ses débouchés, son évolution. Puis sera présentée l'organisation générale par Monsieur Vidal. Et on aura ensuite la présentation des possibles M2 stages par les internes, ainsi que leur expérience et plans de carrière, puis suivi d'une courte séance de questions et réponses. Je laisse la parole du coup à Alexandrine qui prendra la suite. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandrine Goujou. Je suis également en deuxième année d'études de pharmacie et aussi membre actif de l'ALE Paris. Alors ce soir, pour la conférence IPR, nous accueillons le professeur Vidal, qui est coordonnateur du DES d'innovation pharmaceutique et recherche en Île-de-France, également professeur à l'Université de Paris et praticien hospitalier dans le service biologie du médicament et toxicologie à l'hôpital Cochin. Ensuite, nous aurons 3 internes parmi nous qui ont le plaisir de participer à la conférence. Alors, Anne Delacour, interne en 3e semestre à Paris et qui fait un master en bio-entrepreneur. Benjamin Seguin, interne en IPR au 1er semestre à Lille, en filière inflammatoire chronique de l'intestin. Pierre Mohen-Locos, interne en IPR au 4e semestre, en filière hygiène hospitalière à Paris. Alors, je laisse la parole aux internes. Si Pierrot ou Benjamin Seguin puissent ouvrir leur micro et prendre la parole, le temps que M. Vidal arrive. Comme tu veux. Oui. Tu veux commencer ou je le fais? Non, vas-y. Ok, bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Pierre Moine-Locose. Alors, je vais rentrer en 4e semestre d'hygiène hospitalière, qui va bientôt changer de nom pour prévention du risque infectieux, mais c'est pas hyper important. J'ai choisi ça parce que ça me plaît. C'est une filière qui est assez transversale, qui permet de se balader partout tout en faisant de l'infectiologie, parce que c'est quelque chose qui me plaisait pas mal. C'est un peu à l'image de la pharmacie, dans le sens où on fait énormément de domaines différents, c'est-à-dire que la prévention du risque infectieux, vous l'avez vu pendant le Covid, ça traite de comment est-ce qu'on se protège soi-même vis-à-vis d'une maladie, ou comment on protège aussi son environnement, ses collègues, les patients et ce genre de choses, que ce soit au niveau local, même au niveau national ou international. C'est des choses qui sont communes à tous, et les règles de base sont pourtant pas si compliquées, et c'est quand même difficile à mettre en œuvre. La preuve, on n'en sort pas. Ça traite aussi de la gestion environnementale des travaux, parce que vous connaissez bien les choses comme le risque aspergillaire. C'est une thématique qui est abordée dans cette filière et qui peut prendre beaucoup de place, parce qu'à Paris, vous l'avez vu, on a des vieux hôpitaux, des vieux bâtiments. Il faut rénover tout le temps, ouvrir des services, faire la réfection des bâtiments. Et il y a un vrai risque quand vous vous dites « Ah tiens, cet hôpital, il fait énormément de chirurgie et on n'a pas envie, même en plein été, de contaminer les patients qui sortent de chir. » Ou « Ah tiens, il y a des grosses réas, ici on fait de l'hémato spécialisé et donc il y a des patients qui sont immunodéprimés. » Et donc tout ça, c'est à prendre en compte. Vous avez sûrement entendu parler des bactéries multirésistantes ou hautement résistantes, donc des BMR et des BHR, comme les BLSE ou les bactéries qui sont producteurs de carbapénémase. Ça, c'est des choses qu'on a du mal à éradiquer. Et quand ça se transmet à un patient, au vu de leur résistance, c'est quelque chose qui conserve et où la mortalité est plus élevée que chez les patients qui ne sont pas porteurs. Donc ça, c'est aussi une des
thématiques de plus en plus importantes dans la filière hospitalière. Et c'est notre rôle de veiller à ce que la propagation de ces bactéries soit le moins importante possible. C'est les infections liées aux soins, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un geste invasif effectué sur un patient à l'hôpital, parce que ce n'est pas anodin, on pense que ne serait-ce que poser une perf, juste, voilà, on a des médicaments à faire passer ou on a des solutés à faire passer pour un patient, que c'est totalement anodin, et ben c'est un geste invasif, un corps étranger qu'on insère chez quelqu'un, et il peut y avoir un risque d'infection. Et chez les personnes justement qui sont soit immunodéprimées ou les personnes qui sont un peu fragiles, les personnes âgées, ce genre de choses, et ben, ça peut avoir un impact non négligeable. On pourrait penser aussi bien à tous les patients qui sont Covid, qu'on est obligé d'intuber et de ventiler. On essaye de leur sauver la vie et ça ne va pas les empêcher d'avoir des infections associées à cette ventilation mécanique et qui pourraient empirer leur état. Et donc tout ça, il y a des règles à respecter et le but, c'est d'essayer d'accompagner donc à travers ces différentes thématiques, que ça soit donc la prévention du risque infectieux vis-à-vis de ces objets-là, vis-à-vis du rôle environnemental, vis-à-vis des bactéries, voilà, d'accompagner les équipes pour leur rappeler soit les bons gestes, soit l'évolution des pratiques en termes de risque infectieux, parce que parfois elles ont fait leurs études il y a hyper longtemps. Comme nous, quand on a commencé, moi j'ai commencé, le Covid n'existait pas, et donc c'est quelque chose qu'on a découvert tous ensemble, et donc comme personne n'est au courant, il faut bien que quelqu'un relaie les informations à tout le monde, et donc c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Il y a énormément de choses à faire, et, en général, même si le premier abord, c'est « Ah, on est en train de me gronder parce que je ne fais pas bien », il y a énormément de dialogue avec tous les types d'équipes, que ce soit les équipes de l'AREA, que ce soit les équipes d'hospitalisation conventionnelle ou des équipes dans les suites de soins ou en HAD, en EHPAD, des structures un peu plus particulières. C'est ça aussi, c'est que vous voyez différents types de patients. Ce n'est pas la même chose d'essayer d'expliquer en réa comment faire quelque chose où il n'y a aucun impact, entre guillemets, aucun impact sur les patients parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont intubés, ventilés et curarisés, donc ils ne donnent pas leur avis. Et chez des petits vieux qui sont à moitié grabataires, et quand on leur dit bah, faut faire ci, faut faire ça, parce que vous comprenez, il y a un risque pour les autres, ils comprennent à moitié ce que vous leur dites, et il faut arriver à maintenir le dialogue et avec les équipes et avec les patients. Et donc c'est quelque chose de très transversal, et ça me plaît beaucoup. Donc moi, il me reste encore 2 ans à faire. Globalement, la filière hygiène hospitalière, comme beaucoup de filières, chaque semestre a des thématiques particulières qui sont vraiment en lien avec la structure d'accueil. C'est-à-dire, il y a un gros centre de chirurgie digestive à Saint-Antoine. Et donc, si vous allez à Saint-Antoine au CNR de Clostridium difficile, eh ben, vous allez vous orienter vers des pratiques autour de la réachir et du Clostridium difficile. C'est des thématiques de l'hôpital. Donc, votre prévention va être plus axée que si vous faisiez de la prévention en néonatologie. C'est normal, il n'y en a pas. Pareil, si vous allez à Avicenne, j'ai fait un semestre à Avicenne, il y a une énorme population de recrutement de patients tuberculeux, et bah, votre prévention du risque infectieux elle va être tournée autour de la tuberculose. C'est pour ça qu'à Paris, il y a énormément d'hôpitaux, donc l'internat est potentiellement très très riche parce que vous pouvez faire énormément vous pouvez traiter en tout cas énormément de sujets différents en voyant des choses qui n'ont rien à voir, faire que du bloc, faire un semestre de bloc si vous voulez améliorer les pratiques au bloc, parce qu'on pense que tout est stérile et tout ça, mais je vous assure qu'il y a encore des améliorations. Je ne vais pas trop parler de mon M2 parce que je n'en ai pas commencé, mais j'ai choisi de faire un M2 qui s'appelle le Pasteur CNAM. Donc, c'est un M2 de chez Pasteur. C'est un M2 qui est totalement en 1 an, donc 6 mois de cours qui sont à plein temps à Pasteur et 6 mois en équipe de recherche, dans une équipe de recherche. C'est
plutôt des biostats, épidémiaux, prévention du risque infectieux, avec, on va dire, un petit peu là où vous avez un peu de choix, c'est-à-dire qu'il y a un tronc commun qui va être plutôt épidémio-biostat, et puis ensuite, vous choisissez une thématique parmi d'autres. Ça peut être des statistiques, ça peut être un épidémio plus poussé, ça peut être prévention du risque infectieux, ça peut être, parce que c'est un M de Pasteur, mais c'est pas forcément orienté que pour les professions médicales. Je sais qu'il y a des ingénieurs qui font ça, donc il y a bio-ingénierie, ce genre de choses. Et donc, c'est un master qui est payant. Et donc, pour ça, je vais arrêter mon internat. Ça arrive, hein, je pense que je ne serai pas le seul, et peut-être que d'autres vous le diront. Je vais mettre, donc faire ce qu'on appelle une disponibilité pendant 6 mois pour, entre guillemets, mettre en pause mes études, faire la partie théorique, sachant que, sûrement Michel vous le dira, mais il y a des bourses de master auxquelles vous pouvez accéder. On reste dans la filière IPR, donc tous vos choix, il faudra que vous les anticipiez énormément, ne serait-ce que pour les délais d'inscription, que ce soit au master, que ce soit les demandes de bourse, que ce soit les ouvertures de stage. Et donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais voilà, il y a d'autres masters qui existent. Moi, c'est celui-là que j'ai décidé de faire. Et ensuite, les débouchés, les débouchés, c'est ça qui est très riche dans la filière IPR. Vous pouvez soit faire du privé par des structures hospitalières privées, et donc, ou semi-privées. On peut penser à l'hôpital américain, on peut penser à Foch, on peut penser à Saint-Joseph, ou travailler 100% dans le public. Là, ça va être l'AP, ou si vous restez à Paris, mais ou l'assistance publique des autres villes si vous décidez de partir. Donc ça, c'est si vous voulez une carrière 100% hospitalière. Si vous préférez faire une carrière hospitalo-universitaire parce que la fibre universitaire vous plaît, c'est possible en passant par l'assistanat et puis en étant soit plus tard MCU et PU. Et donc là, c'est complètement autre chose parce que non seulement vous avez une partie hospitalière, mais en plus, vous avez cette fibre de transmission où vous restez à l'université. Et donc, forcément, il y a une partie qui est totalement des cours et la transmission du savoir, qui est un autre projet encore, qui n'a rien à voir avec et qui peut rendre en tout cas votre activité encore plus riche. Merci, Benjamin. Ouais. Je vais donner la parole à Monsieur Vidal qui est arrivé. Si Monsieur Vidal est là, s'il peut activer son micro et nous rejoindre. Oui, pas de souci, je suis là. Voilà. Ok. Après, peut-être on peut laisser finir, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je peux intervenir après. Hein. Je vous laisse commencer par l'organisation, comme ça on suit un peu l'ordre de la conférence. Ok, pas de problème. Donc, moi, je suis coordonnateur du DES IPR sur l'Île-de-France. Ce DES, c'est un DES qui est particulier en ce sens que ce ne sont que des cursus à la carte. Il n'y a pas du tout de planning de DES comme c'est en biologie ou en pharmacie. C'est-à-dire qu'en fonction de votre projet professionnel, vous allez vous orienter vers telle ou telle discipline. Alors, je vous mets en garde déjà sur un point qui arrive et auquel cas il faut que très tôt on vous dise non. Il n'est pas possible dans ce DES de s'orienter sur des disciplines dépendant de la biologie. Ça, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'un étudiant qui vient me voir en me disant « moi, mon cursus, je veux faire de l'hémato, je veux faire de l'immuno, je veux faire de la génétique », d'emblée, je dis non parce que ce sont des disciplines biologiques. Donc, ça, il faut faire attention à ça parce que comme le DES de biologie, tout comme le DES pharma à l'heure actuelle, sont qualifiants, vous spécialisez en immuno, en hémato, en génétique, en théorie, c'est possible, mais après, vous aurez des problèmes pour trouver des postes. Donc, il faut faire attention à ça. Sauf, il n'y a qu'un seul cas, si vous me dites, mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout faire de l'hémato, de l'immuno ou de la génétique pour rester dans les hôpitaux, je veux aller bosser dans le privé. Auquel cas, là, oui, c'est faisable. Vous ne ferez pas valoir un test de biologie, vous ferez valoir une spécialisation en hémato, immuno ou génétique sans être biologiste. Donc, il y a quelques cas où c'est faisable, mais je vous mets en garde parce que ces cas sont plutôt rares. Alors après, comme c'est cursus à la carte, vous allez pouvoir vous spécialiser dans ce que vous voulez.
On a parlé d'hygiène, ça peut être la thérapie cellulaire, ça peut être la pharmaco, ça peut être l'épidémio. Alors moi, sur Paris, je tiens à une chose, c'est un DES, donc du coup, il faut qu'il y ait un lien avec l'hôpital. Il y a des régions où on va vous dire, les internes, ils peuvent aller faire une thèse dans un labo à la fac, il n'y a aucun souci. Chez nous, ce n'est pas le cas, pour 2 raisons. Une raison qui est attenante à l'ARS, puisque c'est quand même l'ARS qui finance derrière. L'ARS est opposée à ça. Et puis moi, j'estime que si vous avez passé en concours d'internat, c'est que vous devez avoir un plus par rapport aux étudiants qui font une thèse classique, qui ne passent pas l'internat. Et quel est le plus, réfléchissez bien, quel est le plus entre quelqu'un qui passe le concours d'école doctorale, qui ne s'est pas tapé le concours de l'internat, et quelqu'un qui s'est tapé le concours de l'internat, qui ne passe pas le concours de l'école doctorale, mais parce qu'il est dans une région qui l'autorise à faire une thèse à la fac, quel est le plus d'avoir le concours de l'internat dans ce cas-là? Il n'y en a pas. Et ça, moi, je trouve ça dommage. Donc, j'y tiens. Il faut qu'il y ait au moins un lien avec l'hôpital. On peut en reparler. C'est vraiment cursus par cursus. Ça dépend des cas. Alors, ce DES, comme c'est des cursus à la carte, il faut le réfléchir en amont. Il faut faire ce qu'on appelle une maquette de DES dans lequel vous allez vous entendre avec moi, coordonnateur, et un tuteur dans la discipline dans laquelle vous voulez vous spécialiser. Et l'idée, c'est que vous partiez, on va dire, à partir de la première année, alors pas nécessairement dès le premier stage, parce que c'est parfois pas facile, mais au moins à partir du deuxième stage, que vous partiez en disant, voilà, moi, mon premier semestre, je l'ai fait là, mais à partir de mon second ou de mon troisième, voilà le fil conducteur jusqu'au bout. Et on se met d'accord pour que jusqu'au bout, vous ayez les stages que vous voulez. En clair, on va vous réserver en quelque sorte. Alors, réserver, ce n'est pas le bon terme parce qu'il y a quand même des choix. C'est un internat, donc il y a des choix de stages. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est que vous n'êtes pas très nombreux. Donc, du coup, on s'entend, on fait des réunions entre moi et vous au niveau interne pour faire ce qu'on appelle des pré-choix, c'est-à-dire qu'on se met tous d'accord pour ouvrir les lieux de stage en fonction de ce que vous voulez faire. Et c'est important de le savoir à l'avance parce que du coup, si vous êtes 3 à vouloir aller dans le même lieu de stage, ben, on va s'entendre. Il y en a un qui va, je vous dis n'importe quoi, en 3e semestre, un autre qui va en 4e semestre, un autre qui va en 5e semestre. Comme ça, vous êtes tous satisfaits. Et ça, c'est l'avantage de devoir faire une maquette, puisque la maquette doit être validée par la fac. Et vous devez avoir un tuteur. Ce tuteur, c'est important. Alors, souvent, il y a des internes qui ont tendance un peu à négliger ça. Le tuteur, il est là pour vous tuter. C'est le rôle d'un tuteur. Donc, en clair, il est là pour vous orienter au mieux et vous faites le parcours de votre internat avec lui. Alors, cet internat peut comporter ou pas une thèse. Et ça, c'est le gros. Quand je dis thèse, c'est thèse d'université, qu'on soit d'accord. C'est le gros avantage de l'internat en IPR. Vous pouvez faire votre thèse pendant votre internat. Alors, pendant cet internat, vous devez valider des ECTS sous forme d'UE ou autre. En clair, vous devez avoir un total, sur la totalité des 4 ans d'internat, de 60 ECTS. Alors, dans ces 60 ECTS, vous devez prendre soit des UE, soit des équivalences d'UE. Donc, la fac propose des UE qui sont à 10 ECTS, qui sont ouverts au DES de pharmacie. Vous devez en faire au moins 2 dans ces UE-là. Et après, vous pouvez prendre des UE en plus qui ne sont pas proposés par rapport à ça. Je m'entends, et ça, on s'entend l'amiable, d'où l'importance d'avoir fait une maquette. Vous allez pouvoir prendre, je ne sais pas moi, un UE dans un master en particulier parce que ce master vous plaît. Vous pouvez aller prendre un UE dans le DES de bio. Vous pouvez faire un DU et on vous le compte en équivalence pour 10 ECTS. Vous pouvez faire un M2 qui vous comptera une équivalence de 20 ECTS. Un M1 qui vous comptera une équivalence pour 10 ECTS. Et si vous faites une thèse, chaque année d'inscription en thèse vous compte 10 ECTS. Donc au bilan, si vous réfléchissez rapidement, vous faites vos 2 UE obligatoires. Ça vous fait déjà 20 ECTS, il vous en manque 40. Il vous en manque 40, imaginez, vous voulez faire un M2 une thèse, ben vous faites un M2, ça vous fait déjà 20 ECTS,
et vous faites 2 ou 3, en général c'est 3 inscriptions en thèse, chaque année d'inscription en thèse vous fait 10 ECTS. Donc vous voyez que les 60 ECTS, si vous avez un cursus, on va dire bien défini à l'avance, ce n'est pas très compliqué à faire. Alors, en termes de lieu de stage, soit il y a 2 cas, c'est soit vous prenez des terrains de stage qui sont agréés en pharmacie, et auquel cas, vous choisissez avec les internes en pharma, c'est-à-dire que vous êtes classé avec eux et vous choisissez avec eux. Soit il y a des terrains de stage qui sont spécifiques pour IPR. Et ça se réfléchit à l'avance en fonction de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle l'agrément de stage et ensuite l'ouverture du stage. L'agrément, c'est simplement dire tel labo, que ce soit un labo, j'y reviendrai, au niveau industriel ou au niveau hospitalier, est agréé pour accueillir des internes IPR. Et ensuite, on fait ouvrir le stage. Qui dit ouvrir le stage, ça signifie qu'il est ce qu'on appelle financé. Il faut que quand vous partiez en stage, vous soyez payé. Donc ça, c'est en lien avec votre lieu de stage, l'ARS et sur Paris, la PHP. Et du coup, l'avantage d'avoir des stages agréés IPR, c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez postuler dans ces stages-là. Et quand je dis que vous, c'est les internes IPR. Et comme je vous ai expliqué qu'on fait des pré-choix, en clair, croyez-moi, ça marche très bien. Lors des pré-choix, on s'entend entre moi, coordonnateur, et vous, les internes. Et du coup, vous avez clairement ce que vous voulez. Alors que quand vous voulez prendre un stage en pharma, vous êtes mixé avec les internes en pharma, vous choisissez par classement, même si vous dites « moi j'aimerais aller là », si un interne en pharma mieux classé que vous le prend, vous ne pourrez pas avoir nécessairement le lieu de stage qui vous intéresse. Alors, les profils, j'en ai parlé, c'est des cursus à la carte qui sont complètement variés. Les débouchés, j'ai entendu on a commencé à en parler. Vous avez des postes d'enseignants-chercheurs à la fac, alors que ce soit mono ou bi-appartenant. Attention aux postes de bi-appartenant, puisque les DES pharma et les DES bio étant qualifiants, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut arriver, hein, ce n'est pas non plus impossible. Vous avez des postes dans l'industrie, l'industrie étant pris au sens large du terme, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est start-up, etc., je mets dans l'industrie. Vous pouvez avoir la possibilité d'avoir des postes dans les agences, hein, que ce soit l'HAS, que ce soit l'NSM. Ça, c'est pareil, ce sera en fonction de votre cursus. En revanche, attention aux postes hospitaliers purs de type PH, hein, ça devient de plus en plus compliqué à cause du fait que le DES de bio et le DES de pharma sont qualifiants. Mais ça ne veut pas dire que rien n'est faisable, hein, mais c'est un peu plus compliqué. On a parlé, j'ai entendu, de dispo. Alors, si vous voulez prendre une disponibilité, bon, bien sûr, c'est faisable puisque c'est un dû pour les internes. Un interne qui dit « je suis en dispo », OK, il est en dispo. Il faut voir que si, dans certains cas, alors pas dans tous les cas une fois de plus, mais comme c'est que du cas par cas, si vous arrivez à bien construire votre cursus, il y a la possibilité, dans le cadre de certains masters, je dis bien certains, ce n'est pas tous les masters, d'inclure le master pendant votre internat. Et ça, vous faites coup double parce que vous validez à la fois le master et votre internat. Et comme vous avez fait le master pendant votre internat, en plus, je vous rappelle que le M2 vous compte pour 20 ECTS. Alors, j'ai souvent la question, là je coupe court à la question, ouais, mais mon master, il me compte 60 ECTS, pourquoi vous n'en prenez que 20? C'est pas qu'on n'en prend que 20, c'est que le master vous compte 60 ECTS, ça c'est la validation du master, on est d'accord, mais dans le cadre de l'internat, pour valider l'équivalence du jeu, un master, on ne vous prendra que 20 ECTS. C'est comme ça, mais ça ne signifie pas que vous n'avez pas vos 60 ECTS de master. Les 60 ECTS de M2, vous les faites valoir pour votre diplôme de M2, mais dans le cadre de l'internat, entre guillemets, ça vous donne en plus 20 ECTS. On peut le voir comme ça. Voilà, j'ai un peu fait le tour. Volontairement, je suis très généraliste parce que c'est vraiment un internat où il n'y a que du cas par cas. Donc, posez-moi toutes les questions et je réponds à toutes les questions. Je vois plus ça comme ça, plutôt que faire autant l'internat en biologie, c'est parfaitement structuré, l'internat en pharma, c'est parfaitement structuré. L'internat en IPR, comme c'est que du cas par cas, c'est basé sur des projets professionnels, c'est plus je dirais des réponses aux questions en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, juste une remarque, ce DES existe encore. Normalement, le concours de l'internat qui vient, il n'y a aucun souci, il y aura le DES IPR, mais logiquement, au concours d'après, ce DES va disparaître.
Donc là, je vous mets en garde. C'est-à-dire que si vous apprêtez à passer l'internat, il n'y a pas de souci, on peut parler sans problème d'IPR. Inversement, si vous êtes en deuxième année pharma, très probablement que quand vous allez arriver à l'internat, le DES IPR aura disparu. Alors, pour l'instant, c'est officiel, officieux. Officiellement, moi, je ne sais rien. Je le sais via la conférence des doyens. Mais on ne sait pas si ça va disparaître à ce concours d'internat. C'est certain, ça reste. Est-ce que ça va encore rester l'année d'après et disparaître dans 3 ans ou ne pas rester l'année d'après et donc disparaître dans 2 ans? Mais en tout cas, sachez qu'au maximum, il y aura 2 concours de l'internat avec le DES IPR, mais 3, ça m'étonnerait. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Lâchez-vous, on peut continuer à écouter les internes aussi, il n'y a aucun souci. Comme vous voulez. Pauline, je ne sais pas. Si des personnes veulent prendre la parole, des questions, n'hésitez pas. J'ai essayé d'être le plus concis possible. C'est pas facile, hein, parce que c'est un DES qui, en fonction des internes, vous allez avoir des trucs complètement différents et on le voit très bien dans les témoignages des internes. Oui, c'est des filières complètement différentes. Donc, j'invite les personnes à prendre la parole ou à mettre des questions sur le chat. C'est comme vous voulez. Et sinon, si vous faites Lâchez-vous, il n'y a pas de questions bêtes. Hein, c'est toujours ce que je vous dis en cours. Voilà. Si vous faites un peu les timides, au pire, on pourra faire les questions à la fin. Et les questions dans le chat si vous le souhaitez, comme ça on pourra toutes les reprendre à la fin. C'est ça. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour, je m'appelle Manon, je suis étudiante à Rennes. J'ai passé le concours de l'internat et j'ai été reçue. Et je me posais la question de faire IPR. Et ma question, du coup, c'est est-ce qu'on peut vraiment avoir un rattachement à l'hôpital ou pas? Parce que j'ai cru comprendre que ça pouvait faire partie des grandes différences entre PH et IPR. Et du coup, est-ce qu'on peut bien être rattaché à l'hôpital tout en prenant IPR Qu'est-ce que vous appelez rattachement à l'hôpital? C'est un poste à l'hôpital après l'internat? Oui. Alors, Ouais. ça va dépendre des spécialités. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Faites gaffe de ne pas prendre une spécialité qui est une spécialité de biologie ou de pharmacie. Mais il faut faire attention parce que comme ce sont des DES qualifiants, la réponse dans ce cas-là, elle est quasiment systématiquement non. Alors après, il y a quelques cas où il y a la possibilité d'avoir des postes hospitaliers, mais attention, ce n'est que du cas par cas, justement à cause du fait que pharma et bio sont des DES qualifiants. On a parlé d'hygiène, il y a quelques possibilités en hygiène, il peut y avoir quelques possibilités en thérapie cellulaire. Faites gaffe à une chose, il faut quand même savoir que les biologistes et les pharmaciens hospitaliers essayent de se battre de tous les côtés pour que les internes IPR n'aient pas de poste à l'hosto, pour que, entre guillemets, les postes à l'hosto leur soient réservés. Donc, il vaut mieux le savoir à l'avance. Donc, faites attention, c'est risqué. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, c'est risqué. Alors, je sais que je fais peut-être une réponse de Normand, mais c'est la réalité. Faire l'internat IPR dans un but de faire pharmacien, de faire PH, un praticien hospitalier, attention, c'est risqué. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas. Si, je vous remercie. Il y a une question aussi dans le chat pour que vous réexpliquiez peut-être ce qu'est le DCPR dont vous aviez parlé à la fin. Le DCPR? J'ai parlé de DCPR, moi? Non. Je ne sais que pas vous trop appelez du coup si la DCPR? personne peut s'exprimer. Oui, parce que je sais pas. C'est peut-être mon accent du Sud qui m'a fait déformer, je ne sais pas trop quoi, mais je n'ai pas souvenir d'avoir parlé de DCPR. Moi non plus. Donc, si la personne peut s'exprimer pour poser sa question. Parce qu'à la fin, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de master, de dispo. Ouais. Mais je ne vois pas des CPR. Là, je suis désolé, mais je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion. Si Lilia nous écoute, vous pouvez prendre la parole.
Je ne comprends pas des fois les abréviations. Ouais, le truc, c'est que je ne vois pas quel c'est que vous n'avez pas compris. Donc, du coup, pour répondre à la question, là, je suis désolé, mais parce qu'à la fin, j'ai parlé de dispo avec les masters, en vous disant qu'il y a des possibilités de faire des dispos, mais que si on s'y prend bien, dans certains cas, on peut ne pas faire de master. Mais DCPR, je ne vois pas du tout à quel acronyme j'aurais pu utiliser qui ressemble à DCPR. Quelqu'un a une idée? Vous avez peut-être confondu, c'est peut-être la liaison des IPR qui a été mal comprise. DES-IPR? Oui, DES-IPR du coup. Ben, le DES-IPR, c'est le DES-IPR. Vous avez 3 DES, c'est pharmacie, IPR, bio, on va dire. Et vous avez PIBM qui est à part. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on pourrait peut-être passer à la présentation d'un autre interne, par exemple Benjamin, si tu peux prendre la parole. Bonsoir à tous. Comme on avait dit dans la première diapo, je suis en premier semestre à Lille et je suis pas vraiment dans un secteur de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mais plutôt dans l'exploration de nouvelles thérapeutiques dans cette partie de maladie, dans ces maladies-là. Bon, alors moi, mes journées, ça va se résumer à être à la paillasse et m'occuper de petites cellules. Voilà, c'est vraiment de la recherche très fondamentale où on teste un composé pour éventuellement ouvrir une piste de traitement dans ces maladies. Alors moi, ce qui m'a tout de suite plu dans IPR, c'est la partie recherche notamment, où quand on me l'a présenté, on m'a dit que je pouvais faire beaucoup de recherches. Donc, j'ai sauté sur l'occasion et vu que je voulais faire dans les maladies inflammatoires, auto-immunes, je me suis dit que j'allais chercher un laboratoire qui travaillait sur ce domaine-là. Et par chance, à Lille, il y a un laboratoire, on va dire, qui est rattaché à l'hôpital et qui travaille sur tout ce qui est maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, et qui pouvait accueillir des internes, un interne IPR, donc j'ai pris le poste. Alors, mon profil est complètement différent de celui de Pierre, étant donné que moi, comme je vous l'ai dit, je fais beaucoup de recherches. Je suis constamment à maniper, à rédiger des protocoles pour pouvoir adapter des doses, pour voir comment contourner différents problèmes qu'on rencontre au quotidien dans la recherche. Donc, de ce point de vue-là, j'ai beaucoup d'autonomie. Et je vais essayer d'inclure mon M2 dans mon internat. Donc ça veut dire que je ne vais pas prendre de disponibilité. Je vais l'année prochaine, normalement, m'inscrire à un M2. Enfin, je m'inscris actuellement à un M2, je le passe l'année prochaine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut penser dès maintenant. Ceux qui sont reçus internat cette année et qui veulent prendre l'IPR, pensez dès maintenant, voire vous renseigner sur des M2. Car les inscriptions, ça commence, il y a certains masters, ça commence dès maintenant. Et moi, par exemple, l'année dernière, je me suis fait prendre 2 cours où en septembre, je me suis dit, ah tiens, peut-être falloir que je me prenne un master 2 et c'était trop tard. Renseignez-vous dans toutes les villes, il ne faut pas avoir peur de bouger. S'il y a un sujet qui vous plaît en particulier, ne restez pas cantonné dans votre ville où vous avez fait vos études. Moi, par exemple, de base, je suis à Paris, j'ai fait ma scolarité à Paris-Descartes et je n'ai pas hésité à bouger à Lille alors que j'avais Paris en IPR. Donc vraiment, c'est vraiment un DES où il ne faut pas hésiter à se dire, bon, tiens, je pars à l'aventure dans une autre ville parce qu'il y a le sujet qui me plaît avec le labo qui me plaît. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Et renseignez-vous à fond avant. N'hésitez pas à contacter les différentes assos locales. Elles pourront vous renseigner sur les différents labos, sur les ambiances aussi, c'est très important parce que vous allez rester 4 ans dans la même ville généralement, enfin 4 ans dans la même région en tout cas. Donc vraiment faire attention à ces différents aspects. Et voilà, moi plus tard, je compte enchaîner ensuite sur une thèse. Alors bon, le sujet, je ne l'ai pas encore, mais tout ce qui se rapporte à la nouvelle thérapie dans les maladies inflammatoires auto-immunes, c'est mon dada, on va dire. Voilà.
Merci beaucoup pour ta présentation. Je vais laisser maintenant la parole à Anne, si elle est arrivée. Visiblement non. Donc, si il y a des questions aussi pour les internes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, il y en a une dans le chat. Est-ce qu'on peut changer de région au cours de l'internat? On ne peut pas changer de région au cours de l'internat. Si? Alors, changer de région, non, mais de temps en temps, aller faire un stage, ce qu'on appelle un interchu ailleurs, c'est assez faisable. Il faut faire un dossier, mais une fois de plus, si vous avez un cursus bien défini, ça ne pose pas trop de soucis et c'est faisable. Ça, vous pouvez aller faire 2 semestres à l'extérieur, pour parler clair. Pierre, si tu veux, comme on t'avait un petit peu coupé tout à l'heure, si tu veux reprendre la parole, si tu avais des choses à rajouter. Non, pas spécialement. Juste peut-être un petit mot pour rajouter de ce que Michel vient de dire. On ne peut pas, en tant que IPR, déborder sur d'autres DES dans le sens où on sera qualifié dans la spécialité qu'on a choisie en IPR et on ne sera pas ni DES de pharmacie ni DES de bio. Mais la richesse et la chance qu'on a, et surtout à Paris, c'est que Michel est assez sympa et nous permet de déborder, c'est-à-dire que dans le sens où si jamais, comme on doit valider des UE et que notre DES est très, très, très spécialisé, si jamais, par exemple, moi, je suis en hygiène hospitalière, donc ça concerne beaucoup la bactério, et donc j'ai décidé de faire un UE plutôt orienté biologie médicale, donc de bactério, pour pouvoir valider cette maquette. Ça donne des équivalents, ça ne va pas faire de moi un biologiste en tant que tel, mais ça permet de revenir un petit peu sur ma spécialité. Et c'est ce genre de choses qu'il faut prendre en compte. Par exemple, comme on le disait, on ne peut pas changer de région, mais dans notre interchu, si jamais on avait, par exemple, envie d'aller faire quelque chose qui n'est pas spécialement dans notre filière, mais qui pourrait compléter un peu notre parcours, on va dire, atypique, et ça, c'est la chance qu'on a en IPR, et ben, faut pas hésiter, mais encore une fois, c'est le genre de choses, comme disait Benjamin, faut le faire ça à l'avance, parce que sinon, on peut vite se retrouver dans l'engrenage des deadlines, et, et au début, on se dit, oui, on a peu de temps, mais je vous assure que ça nous rattrape vite, surtout quand on est dans le flou un petit peu avec des choses nouvelles, comme avec le Covid, où on ne sait pas trop parce qu'on essaye déjà de gérer son propre internat et son semestre parce qu'on nous donne des choses à faire. Donc voilà. Et c'est toujours très intéressant à faire. En termes de, juste pour compléter ce que tu dis, Pierre, en termes de validation d'UE, je suis entièrement d'accord. Ça aussi, ça se réfléchit. Les lieux de stage se réfléchissent, mais les validations d'UE se réfléchissent aussi. Je dis pas que je prends tout et n'importe quoi. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais franchement, si c'est logique par rapport à votre cursus, je vous l'accepterai sans problème. Aujourd'hui, j'ai validé pour un interne le fait qu'il valide un MOOC, par exemple. Le truc qui, quand vous regardez sur les sites de la fac, les MOOC, c'est pas marqué. Mais à partir du moment où il y a une logique avec ce que vous voulez faire, ce qu'il ne faut pas, c'est valider des trucs et venir nous voir après en disant j'ai fait ça, 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 est-ce que vous me le prenez? Oui, ok, mais si jamais ce n'est pas logique, vous voulez qu'on le justifie comment? Donc on en parle, et croyez-moi par expérience, j'ai jamais envoyé bouler quelqu'un ou quoi que ce soit, on en parle, je peux rectifier le tir, ça on est d'accord, mais on peut toujours s'arranger. Hein. Et c'est pareil, il faut vraiment anticiper les lieux de stage. Parce que, imaginez, vous voulez aller dans un labo, vous regardez sur le site de l'ARS, il n'est pas agréé IPR. En clair, ça signifie qu'un interne IPR ne peut pas y aller. Il n'est pas agréé pharma non plus, donc clairement, vous ne pouvez pas y aller. Mais, ce qu'il faut faire, c'est monter le dossier à l'avance avec eux. C'est le labo qui monte le dossier pour que, il soit agréé, et ensuite, l'étape après, on en discute au niveau de l'ARS en lien avec le labo, on essaye de faire ouvrir le lieu de stage en étant financé.
Donc ça, c'est pareil. Et il faut savoir qu'il n'y a pas 36 commissions par an, il n'y en a que 2 pour l'ouverture des postes. Donc si vous loupez une commission, vous prenez minimum 6 mois dans les pattes quand ce n'est pas un an. Donc il faut vraiment anticiper, mais c'est faisable, hein. Je pense que tous les internes IPR vous diront que si on anticipe, on peut quasiment, j'allais dire, faire ce qu'on veut. C'est dans la limite du raisonnable, on est d'accord. Mais franchement, on peut vraiment s'éclater. Et quelqu'un qui vient en première année en disant ben moi, ce qui m'intéresserait, c'est faire ça, 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 et je ne sais pas parce que tout ce que je vous dis, c'est pas agréé. Ben ouais, mais ça nous laisse le temps de le faire agréer et qu'après, vous alliez à droite, à gauche, façon de parler, pour faire les stages qui vous intéressent, en fonction, toujours pareil, dans le projet professionnel. C'est ça qui est important. Il ne faut pas tomber, comme IPR, vous pouvez faire un peu de tout, façon de parler. Faites attention à un truc si vous voulez faire IPR, c'est ne pas tomber dans le travers qui est de dire bon, ben, le premier semestre, je vais faire un stage, je vous dis n'importe quoi, hein, en hygiène. Le deuxième semestre, je vais prendre un stage en PUI sur la préparation des chimios. Le troisième semestre, je vais faire un stage en épidémio. Le quatrième semestre, je vais aller faire un stage à la NSM, etc. Enfin, au bilan, vous avez fait plein de trucs, mais quel est votre projet professionnel? Et vous arrivez en fin d'internat en disant ben ouais, mais c'est vrai que je ne me suis pas spécialisé dans un truc. Il ne faut pas oublier que l'internat, c'est avant tout quand même une spécialisation dans un domaine. Alors, on peut rester un an, je vais dire, à papoter tranquillou, à dire qu'est-ce que je vais faire, etc. Mais pas plus, éviter ça. Voilà. D'accord. Et dans ce cas-là, quelles seraient les qualités requises ou les centres d'intérêt pour réussir dans cette filière? Qualité requise, c'est savoir ce qu'on veut. Après, et être bosseur, mais ça, c'est valable quel que soit le truc. Après, ça dépend de la spécialité, parce qu'on n'a pas, on va pas demander les mêmes qualités, par exemple, à quelqu'un qui veut faire de l'épidémio et quelqu'un qui va faire de la thérapie cell. Si le côté expérimental au sens paillasse du terme ne vous plaît pas, l'épidémio, c'est peut-être fait pour vous. Si inversement, vous ne voulez pas passer votre vie devant un ordi à faire des calculs, à regarder des courbes de régression ou des trucs comme ça, c'est peut-être plus la thérapie cell qu'il vous faudra. Voilà, c'est-à-dire que je peux pas, autant en bio ou en pharmacie, derrière, ça débouche sur peu de métiers, façon de parler quand je dis peu de métiers. Autant IPR, il y a énormément de débouchés. Donc, fonction des débouchés, vous allez avoir des qualités requises qui sont complètement différentes en fonction des métiers que vous voulez faire. Donc là, je ne sais pas, les internes, là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très difficile de répondre à cette question pour le DES IPR, moi, je trouve. Il faut se mettre un projet professionnel en vue. Et en fonction de ça, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, etc. Alors, pour répondre par contre de façon systématique, on a souvent la question en tant qu'enseignant, ouais, mais je ne sais pas trop ce que je veux faire, je ne sais pas quoi. Moi, comme je dis aux étudiants, quels qu'ils soient, que ce soit niveau interne, que ce soit en première année, que ce soit un bachelier, etc., des fois, vous venez nous voir en nous disant « je ne sais pas ce que je veux faire », mais vous ne vous posez jamais la question qui est super importante, qu'est-ce que vous êtes sûr de ne pas vouloir faire? Et ça, c'est important pour vous aider à vous orienter, de savoir qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Parce que vous nous dites toujours, je ne sais pas trop ce qui me plaît, j'aime un peu tout, mais il suffit des fois de raisonner en sens inverse, qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Si vous me dites, moi, je ne veux pas boire de sang, bon, je caricature, hein. Si je ne veux pas boire de sang, clairement, prenez pas le DES de bio, quoi. Parce que là, c'est sûr que vous allez passer 4 ans à boire du sang, j'allais dire jour et nuit ou presque. Voilà, il y a des trucs comme ça. Posez-vous aussi la question, qu'est-ce que vous aimez? Oui, mais qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et croyez-moi, cette question peut vous aider à vous orienter. Alors, j'ai une petite question, ça s'adresse à vous et aux internes aussi. Jusqu'à quel classement on pourrait avoir la filière IPR? Et si c'est possible que les internes nous disent à peu près leur classement au concours, si ça leur va. Major de l'internat, vous pouvez. J'imagine, on a le choix. Voilà. La première fois que j'ai passé l'internat, j'étais classé 520 et j'avais la possibilité de prendre IPR Paris. Ouais, mon année aussi, ça remontait super loin. Pour IPR Paris, ça remonte très très loin. Après,
Le problème, moi en tout cas cette année que j'ai rencontré, c'est que dans la plupart des villes, il n'y a qu'une seule place hyper, sauf à Paris où il y en a deux. Donc il suffit que vous tombez sur l'année où il y a deux mecs devant vous qui veulent faire hyper, c'est le premier et le deuxième, manque de bol, vous n'aurez pas hyper Paris. Donc ça varie énormément. Moi je suis classé 300, j'ai été classé 359, donc j'avais le choix un petit peu partout, mais j'avais quelques villes, notamment Bordeaux, Marseille. C'est parti devant moi parce que les gens sont mieux classés, il n'y a qu'une seule place et c'est premier arrivé, premier servi finalement. Donc c'est assez compliqué de dire jusqu'où ça peut remonter vu que les places vont partir très très vite. Ouais, je suis d'accord, surtout que ces dernières années, là, ces 2 dernières années, ils ont diminué le nombre de postes en IPR dans l'optique de supprimer la filière, hein, pour être clair. Et du coup, il y a peu de postes, donc il y a des années, ça peut monter très haut. Et comme tu le dis, hein, s'il n'y a qu'un poste ou 2 postes et qu'il y a quelqu'un devant toi qui les a pris, c'est fini, quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble une journée typique en tant qu'interne d'IPR, selon vos services? Parce que je pense que ça différencie. Là, clairement, je vais laisser la parole aux internes, hein, mais Ouais, clairement, ça clairement, dépend du service, hein, c'est évident. Hein. c'est ça. Moi, du coup, je vais bien commencer. Alors, typiquement, tous les jours, c'est un petit peu différent parce que je dois faire des traitements sur des cellules, tout ça. Donc, en fonction de chaque journée, je dois aller voir mes cellules, voir comment elles vont, mettre en place le protocole pour adapter les bonnes doses, différencier telle cellule, traiter les cellules avec la bonne molécule, tout ça. Donc ça prend une bonne partie de ma journée. Et l'autre partie, c'est faire pas mal de biblio pour voir les avancées dans le domaine où je travaille, voir s'il y a de nouveaux protocoles qui sont sortis, de nouvelles recommandations, voir si d'autres équipes travaillent sur le même sujet, toujours s'enrichir pour éventuellement se dire si jamais ça ne marche pas, comment je pourrais retomber sur mes pieds. Et donc voilà. Donc Ouais, c'est tous les jours, j'ai un petit peu des journées très différentes finalement en fonction de ce que je dois faire. d'accord. Et Pierre, du coup? Je vais rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Benjamin. La filière IPR, c'est aussi des filières spécialisées où il y a toujours beaucoup, beaucoup d'innovation. Et je ne crois pas connaître de filière IPR où on ne vous demande pas de faire un petit peu de lecture bibliographique ou en tout cas de vous intéresser à un sujet parce que comme vous êtes hyper spécialisé et qu'il y a toujours des choses nouvelles, faut beaucoup lire. En hygiène hospitalière, euh, encore plus parce que comme ça concerne des choses comme la bactério et ce genre de choses, là en ce moment le Covid, il y a toutes les nouvelles recommandations à apprendre. Il y a au départ, on ne savait pas comment fonctionnait le virus, est-ce que c'était dans l'air, maintenant on a compris que c'était plutôt une question de projection, donc ça allait moins loin, quel type de protection on va utiliser, comment fonctionne le virus, et on apprend de plus en plus. Et si vous voulez, moi mon but, c'est d'aider les gens à mieux se protéger possible. Et donc, pour ça, il faut que je comprenne comment ça marche. Et donc, vous imaginez bien que quand même des grands pontes de l'immunologie ont des difficultés à connaître exactement comment ça fonctionne, moi, derrière, il faut que je lise beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce qui est produit en termes de littérature pour pouvoir adapter mon discours aux équipes, parce qu'il va falloir le vulgariser, parce que déjà, moi, je ne vais pas tout comprendre, et elles n'ont pas besoin qu'on leur explique en détail, elles ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, l'hygiène hospitalière, c'est quelque chose d'un petit peu réactif, c'est-à-dire que comme je suis dans la prévention et que je n'ai pas envie que les bactéries ou les virus ou les champignons se dispersent un peu partout dans l'hôpital, je fais aussi en fonction de ce qu'il y a à l'hôpital, c'est-à-dire je peux dire attention, vous avez tel patient qui est porteur d'une bactérie très résistante, mais je ne peux pas aller voir les équipes avant de savoir que le patient est entré. De la même façon que j'alerte les équipes en disant vous avez tel type de patient et donc il va falloir faire tel type de prise en charge dans tel service, un porteur de BLSE par exemple, seulement si la bactériologie m'a alerté en disant ah, attention, nous dans nos boîtes, ça pousse à BLSE. Et donc il y a ce genre de choses. Donc le matin, c'est plutôt, en ce moment, on a toujours des petits projets, on va dire, d'internes. Au début du semestre, votre chef de service dit sur quoi tu veux travailler ce semestre.
Et donc, on a une thématique, ça c'est vrai pour tous les internes, un peu dans toutes les filières. Et donc, moi, le matin, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que je fais un peu mon projet de recherche en attendant d'avoir les résultats de l'administration qui va me dire on a tel type de patient qui va aller dans tel service, il faut que tu ailles prévenir les équipes. Avant d'avoir les résultats de bactériologie qui dit attention, on a eu tel résultat, ça serait bien que tu préviennes tel type de service. Et donc ensuite, une fois que j'ai passé ma matinée soit à faire un petit peu de biblio, soit à préparer mon projet, l'après-midi, c'est un peu, on va dire, la réaction où je préviens les services qu'il y a tel type de patient dans l'hôpital, où je fais, en ce moment, il y a forcément un point Covid en disant OK, est-ce que vous êtes blindé ou est-ce qu'il faut ouvrir des lits ou comment sont les équipes? On fait un point sur la journée. Et il y a aussi de la formation sur on vérifie que les équipes, elles pratiquent bien des choses, on va dire, un peu de base, comme l'hygiène des mains. En fait, on va faire beaucoup d'audits de pratique. Est-ce qu'au bloc, ils font bien et c'est pas trop crade? Est-ce que dans les services de soins, il n'y a pas du relâchement ou des oublis ou ce genre de choses par rapport à tel type de patient? Et comme on les a prévenus, est-ce que ça a bien été mis en place? Je vous dis qu'il y a tel type de patient. Par exemple, un patient qui a de la tuberculose, on demande de porter un certain type d'équipement. Quand on rentre dans la chambre, vous avez déjà vu ça, le FFP2, ce genre de choses. Je les ai prévenus, on va dire, à 14 heures. Et à 16 heures, je vérifie que toutes les équipes sont au courant, c'est-à-dire qu'il y a des transmissions aussi entre équipes, c'est-à-dire pendant la journée et pendant la nuit. Ou que le patient est arrivé et je vérifie que ça a bien été fait parce que sinon, ça veut dire qu'il y a un personnel qui peut prendre un risque et entre guillemets, on le met en danger. Donc, il faut éviter ça. D'accord. J'aurais une petite question, une petite brève question, le temps que Anne Delacour nous rejoigne. Pourquoi avoir choisi IPR? Est-ce que c'était moi le coordonnateur? J'imagine que ça doit être une des raisons principales. Est-ce que vous confirmez? Oui, tout à fait. La seule et unique raison. Non, c'est tout bête. Moi, je suis arrivé 482 et à la base, je voulais faire bio, je voulais faire de la mycoparasito. Et parce que pendant ma 5e année d'internat, j'ai passé 1 an à Tenon en maladie infectieuse et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et donc, je voulais faire de l'infectio et plus particulièrement ça. Et c'était pas possible. Et comme j'avais déjà fait un M1 sur le choléra à Pasteur, j'aimais de base la recherche et c'est quelque chose qui m'intéressait. Et l'hygiène hospitalière, c'était un peu condensé des deux, c'est-à-dire que je ne pouvais pas avoir bio de vue de mon classement, mais ça me permettait de continuer à faire de la recherche. Ça me permettait de faire de l'infectieux parce qu'on est tout le temps dans la prévention de l'infectieux. Et en plus, c'est quelque chose comme je l'ai dit tout à l'heure, d'hyper transversal où on ne fait pas forcément que de la bactério ou ce genre de choses. Moi, j'ai passé mon premier semestre à Saint-Antoine à, entre guillemets, préparer la réalisation du prochain siège de la paix qui est en cours de construction. Et c'est quelque chose, je ne pouvais pas m'attendre à faire ça. Et c'est des choses, on travaille sur des trucs aussi bêtes de comment on réalise une canalisation parce que, et ça n'a rien à voir avec le domaine de la santé, mais ça permet de, je sais pas, de s'ouvrir l'esprit. Je laisse Benjamin répondre, si possible. Alors moi, c'est tout bête, on va dire. C'est juste à la suite de mon M1 d'immuno, j'ai adoré la recherche, l'activité à laquelle j'ai été affecté. Je faisais de la thérapie cellulaire notamment. J'ai adoré et je me suis dit que autant tenter l'internat et aller choper une place en IPR pour continuer à faire de la recherche. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a passionné dès le début. Donc, D'accord. Merci Benjamin. On va pouvoir laisser la parole à Anne pour qu'elle nous présente aussi son parcours et sa filière IPR. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Déjà, merci à l'ALE d'organiser ça. C'est super de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à IPR. Enfin, vous avez l'air assez nombreux, donc c'est top. Du coup, moi, je m'appelle Anne. Là, je suis en disponibilité. Donc, en fait, j'ai fait
2 semestres d'internat IPR l'année dernière. Et on peut faire une disponibilité, c'est pour un master 2, pour voilà, prendre du temps dans son internat. C'est une coupure en fait où je ne fais pas de semestre d'internat. Et en novembre prochain, je le prendrai en 3e semestre. Et j'espère, et normalement c'est plutôt bien parti, pour faire une thèse de sciences. Donc moi, c'est très différent en fait de Pierre et de Benjamin, de ce que tu fais. On peut faire plein de choses en IPR. Au début, je voulais faire un parcours plutôt thérapie innovante, biothérapie, et un peu double compétence avec entrepreneuriat en santé. C'est un domaine qui se développe beaucoup et je trouve, au début, je me disais pourquoi pas, ça peut être intéressant. En fait, plus j'avance dedans, plus je vois que c'est très demandé en fait, cette compétence en pharma. Donc mes 2 premiers semestres, je les ai faits. Donc déjà, pourquoi IPR? On va commencer par le début. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, même avant de passer le concours. J'étais allée voir d'ailleurs Michel Vidal qui est présent, avant pour parler d'IPR avec lui et voilà, j'avais passé le concours vraiment pour cette filière. Je m'étais un peu posé la question avec PH, mais comme ça permet de développer des compétences plus larges, c'était vraiment, de faire son parcours à la carte. Surtout, c'est ça qui me plaisait beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait cette filière. Ensuite, bon, j'ai eu le concours, à la première tentative. J'ai pris IPR Paris et j'ai fait 1 an aux essais cliniques à l'AGEPS, donc c'est Agence Générale des Équipements et Produits de Santé, qui traite en fait de tous les essais cliniques qui sont présentés dans le public à la PHP. Donc ça ratisse très large, on peut voir des essais sur des dispositifs médicaux, sur des médicaments de thérapie innovante, sur des médicaments anciens pour une nouvelle indication. Et en fait, c'est pas clinique, on voit pas de patients, mais comme on communique avec les médecins, ça reste quand même très, voilà, très médical. Là-dessus, j'ai développé plein de compétences nouvelles et bon, en plus, il y a la crise Covid qui est arrivée, en plein milieu de l'année, donc ça, c'était encore, différent et voilà, vraiment, c'était des super compétences, pour la recherche que j'ai développées et la clinique. Et ensuite, j'ai décidé de faire le master 2 bio-entrepreneur donc c'est du PRI, mais en fait, c'est rattaché à l'université de Paris. Et là-bas, en fait, le principe, c'est que, on suit plusieurs, projets et on apprend à vraiment développer et accompagner surtout des soignants dans leurs projets d'entrepreneuriat. Donc c'est quelque chose, enfin, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des pharmaciens aussi dans ce master. Ça sort un peu de ce qu'on fait d'habitude, mais je trouve ça très bien parce que ça peut développer d'autres compétences et apporter une vraie plus-value à notre profil au final. Et là, j'aimerais bien continuer. Donc en fait, j'ai plusieurs, pistes de thèse de sciences. Soit je continuerai sur un projet personnel que j'ai développé avec, le master, soit, ce serait plutôt en thérapie cellulaire encore une fois, mais dans des services qui, il y a beaucoup de services, en IPR qui sont ouverts au monde de l'entrepreneuriat, qui ont leur propre start-up. Et du coup, ce serait pareil pour faire les 2 facettes et la facette pharma scientifique et la facette, entrepreneuriat pour, voilà, développer ces 2 compétences au maximum. Donc, si vous avez des questions sur, IPR en général, entrepreneuriat en santé, allez-y, c'est le moment. Du coup, vu que les 2 internes ils sont passés à ces questions-là, est-ce que tu pourrais nous parler d'une journée type lors de tes 1er et 2e semestres d'internat? Oula, alors oui, je sais que tu avais demandé et en fait, du coup, ouais, en fait, il y a déjà en IPR, il y a pas de journée type parce que Voilà. on peut faire plein de choses. Alors aux essais cliniques, c'était plutôt, de la gestion de projet. D'accord. Donc pareil, en fait, en fonction du moment de l'année et du moment du projet, c'était pas les mêmes journées. Bon, déjà le matin, on arrive peut-être, un peu plus tard que les gens qui sont, par exemple, en routine ou en réa, donc c'était vers, 9h30. Ensuite, voilà, on va faire un petit tour de l'équipe. Qu'est-ce que c'est, les nouveautés? On avait une petite réunion le matin, un peu comme un staff. Donc sauf qu'on staffait pas des patients, en fait, on staffait des projets. Donc où on est en projet, est-ce que ça a bloqué, est-elle industrielle, où on est dans des discussions, et cetera. Et ensuite, on avançait un peu sur, nos projets parce qu'on avait chacun nos essais cliniques. Donc on contactait les médecins en général, les investigateurs des essais cliniques ou les industriels en fonction de où la discussion en était. Et puis
voilà, c'est un peu ce qu'on faisait de notre journée après la pause déjeuner. Puis l'après-midi, encore une fois, on reprenait les discussions ou alors on rédigeait un peu des protocoles pour les essais cliniques. Ou après, comme le Covid, encore une fois, c'était spécial, nous, c'était un peu en distanciel, mais sinon, on allait dans les hôpitaux pour vraiment soit aller faire l'ouverture dans les PUI, aller vérifier si tous les coffrets de médicaments pour l'essai clinique étaient bien préparés. Et puis, si j'avais une journée avec une garde, je partais à 17h15 parce que mes gardes, elles étaient à Nanterre. Et là, je faisais l'approvisionnement en fait pendant la garde. Donc, c'était un autre service. Et c'est en fait dépanner tous les hôpitaux de la paix et les hors APHP en Ile-de-France pour si l'interne de garde de la pharmacie de l'hôpital n'a plus un médicament, il nous appelle et on le dépanne, on le conseille. D'accord. Et voilà, après, si j'avais été dans un labo de recherche, c'est encore une autre journée. Et là, dans mon M2, c'est encore des journées complètement différentes. J'imagine. C'est C'est cette question. très varié. J'aurais une question. Est-ce que, parce que j'imagine qu'il faut une maquette très tôt pour pouvoir intégrer la filière IPR, est-ce que vous avez des plans de carrière? Alors, comment ça, les plans de carrière? Ce que vous voulez faire après l'internat? Alors moi déjà, j'ai pas présenté ma maquette officiellement à M. Vidal, mais j'aimerais bien, il faut qu'on en parle parce que moi c'est très carré dans ma tête, donc là il serait temps. Des plans de carrière. Alors, on est tous, enfin je pense qu'on est beaucoup à être arrivés en IPR avec l'idée très fixe. Et tous les gens autour de moi, ça a changé au fur et à mesure parce qu'on fait des rencontres, on fait des stages aussi qui font évoluer notre projet et bah, c'est pour ça en fait, c'est pour ça que cet endroit est fait pour moi. Après, en plan de carrière, en fait, moi, je vois plus ça dépend des gens. Pour moi, c'est plus des compétences que j'aimerais développer. Et comme dans le domaine de l'entrepreneuriat, biotech ou même entrepreneuriat en santé, tout change très vite. Plus j'avance, plus je vois qu'il y a des nouveaux postes et des nouvelles choses qui se font. Pour l'instant, le plan de carrière que je vise, c'est travailler dans le transfert de technologie. Donc, il y en a un pour la PHP, c'est l'OTTPI. Enfin, c'est une office qui s'appelle comme ça. Et c'est en fait toutes les structures qui vont accompagner les médecins de la PHP dans leur création, donc soit de start-up, soit de projets de manière générale et qui va valoriser. Donc, en fait, valoriser, c'est un terme qui veut dire un médecin, un chef de clinique, voilà, tu as une idée super pour développer un nouveau, de l'intelligence artificielle pour les IRM en réa. OK, ton projet, on va t'accompagner et on va t'aider à faire tout le business model, tout ce qui est financement. On va t'aider aussi pour t'orienter. Est-ce que tu devrais créer une start-up ou au contraire plutôt un partenariat avec une entreprise? Et donc voilà, ça garde un lien avec la clinique qui est très fort et c'est dans le public. Mais il y a plein de structures qui font ça. Je pourrais aussi partir dans le privé ou voilà, ou faire une start-up avec des médecins ou des choses comme ça. Et ça, pour l'instant, j'ai pas de plan de carrière vraiment fixé où vraiment je vais aller travailler dans telle structure à tel poste. Et c'est ça qui me plaît avec cette filière, en tout cas. Est-ce que Benjamin ou Pierre peuvent répondre à la question? Alors moi, bon, vu que je commence tout juste mon internat, j'ai pas vraiment d'idée très précise, on va dire, de ce que je vais faire plus tard, mais je pense que ça serait toujours dans le secteur de la recherche, dans la recherche de thérapies innovantes, toujours dans les maladies inflammatoires et auto-immunes, mais aussi serait de se diriger vers la production de thérapies innovantes, ou même peut-être des essais cliniques à voir. Honnêtement, je n'ai pas encore d'idée fixe. Une chose est sûre, je pense que à la fin de mon internat, j'enchaînerai sur une thèse de sciences pour continuer dans la recherche. Je pense que c'est assez important. J'ai une question pour Benjamin. Pourquoi enchaîner sur une thèse de sciences à la fin de l'internat et pas pendant l'internat? Parce que je sais pas si c'est possible de faire 2 thèses de suite durant 4 ans d'internat. Deux thèses de suite, c'est-à-dire la thèse de pharma et... Oui, faire la thèse de pharma et thèse de sciences. Bah si, c'est faisable. Ah bon, bah. Non, c'est faisable. Hein. Et moi, dans ce cas-là, moi, je conseille toujours aux étudiants de d'abord se débarrasser
de la thèse de sciences et après de faire un résumé de la thèse de sciences pour la thèse de pharma. Ah d'accord. Bon, bah écoutez, j'apprends quelque chose maintenant. C'est parfait, Bah, très merci. bien. Et moi, clairement, c'est plutôt les structures hospitalières qui m'intéressent. Parce que c'est complètement mon cœur de métier. L'hygiène hospitalière, que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est bien. C'est pas forcément, on va dire, à l'hôpital, mais c'est dans une structure de type hospitalière. Donc, pas forcément le côté universitaire, mais je suis pas fermé, mais pour l'instant, plutôt, on va dire, PH dans une structure hospitalière. Alors après, comme il y a toujours des thématiques de recherche en fonction de l'hôpital, la thématique, je ne suis pas fixe dessus parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent et ça dépend aussi des affinités, on va dire, avec l'équipe avec laquelle on travaille et aussi, on ne va pas se le mentir, des postes disponibles. On ne va pas à tout prix essayer d'aller travailler, moi j'en sais rien, la pitié salpêtrière s'il n'y a pas de poste pour vous. Donc, donc voilà, mais oui, plutôt à l'hôpital, pour l'instant, à plein temps. Et qu'est-ce qui vous motive concrètement dans vos métiers au quotidien, en fait? Peut-être. Si vous voulez, moi je peux répondre, il y a plein de choses. On pourrait y passer la journée, mais pour faire court, déjà devant la diversité. Ah, dans les métiers ou dans la filière en général, dans l'internat? Ou les deux? Comme tu veux, les deux si tu veux. Alors, dans l'internat, c'est vraiment le fait qu'on peut évoluer au gré de nos projets. Voilà, c'est très ouvert. Tant qu'on peut justifier en fait pourquoi est-ce qu'on fait ça et où est-ce qu'on veut aller, il y a toujours des possibilités. Ça, je trouve ça génial, je trouve ça incroyable. C'est une des seules filières qui permet ça. Et ensuite, dans le métier, en grand premier, c'est la diversité. Je peux faire plein de choses avec la voie que j'ai choisie et aussi bien rebasculer sur des choses très cliniques dans l'hôpital, dans un service, sur des patients, que des choses où complètement je n'aurai plus de patients et je ferai que de l'opérationnel. Donc voilà, une grande diversité possible et c'est quelque chose qui est très pharma, c'est très utile. C'est quand même des choses qui vont donner accès à des technologies qui, pour l'instant, sont pas encore sur le marché, qui vont permettre de soigner des personnes qui, pour l'instant, n'ont pas trop d'opportunités de traitement. Donc, ça a vraiment du sens et je trouve que voilà, c'est hyper motivant et très intéressant. Puis, il y a plein de profils divers dans les branches où je suis pour l'instant. Des ingénieurs, des gens qui ont fait des thèses de sciences, des médecins, des pharmaciens, des gens qui ont fait des écoles de commerce. Et on apprend énormément. Je pense que c'est quelque chose où j'apprendrai toujours. Toujours. Juste pour rebondir là sur ce que vient de dire Anne, il faut savoir une chose de façon très générale, que ce soit internat, pas internat, IPR, pas IPR, peu importe. Avec pharmacie, quand vous faites de la recherche, vous avez vraiment une énorme spécificité, c'est que vous êtes à l'interface de plein de disciplines. Et ça vous permet d'intégrer des équipes et de parler à la fois avec des chimistes, à la fois avec des biologistes, à la fois avec des cliniciens. Je ne dis pas que vous êtes spécialiste de tout, qu'on soit bien d'accord, mais vous avez un vocabulaire très général qui vous permet de faire vraiment le lien entre des gens qui ont des profils complètement différents. Et du coup, ça permet de les faire parler entre eux. Et croyez-moi, c'est assez sympa. Et je suis d'accord que tous les jours, on fait des trucs différents en recherche, quelle que soit la filière que vous aurez pris pour faire de la recherche. Est-ce que vous auriez un contact avec les patients ou pas du tout? Après, ça dépend de la filière. Si vous avez pris une spécificité que je ne sais pas, j'imagine que Anne, elle voit peut-être moins les patients quand elle était à la GEPS que moi qui dois aller voir une petite mamie qui vient d'arriver en gériatrie et elle a fait un petit safari en Afrique le mois d'avant et on sait que c'est un risque de facteur d'acquisition de BHR et je suis obligé de lui demander combien de temps elle est restée, par où elle est passée, si tout va bien pour elle, qui elle a vu.
pour pouvoir prévenir le service des précautions à mettre et de comment ça va se passer pour elle, pourquoi on va lui demander tel ou type d'examen, et ensuite de revenir vers elle pour être sûr qu'elle a bien compris, parce que des fois, les patients, ils ne comprennent pas et on peut passer tous les jours. Le patient qui est, je dirais pas grabataire, mais c'est un patient qui ne parle pas forcément très bien français. Il est tuberculeux, il faut qu'on lui explique pourquoi sa chambre elle va rester fermée toute la journée, pendant toute la durée de son séjour, et pourquoi il ne faut pas qu'il sorte sans son masque de sa chambre, parce que ça fait prendre un risque à tous les autres patients. Donc c'est sûr que moi, je vois plus les patients que sûrement d'autres filières, et c'est un avantage. Je vais même répondre à la question sur pourquoi IPR, parce que je suis tout à fait d'accord avec Anne, c'est vraiment la diversité. On peut passer la matinée avec discuter avec un ingénieur, comme je le disais, sur les travaux, puis avec un commercial qui n'est pas forcément dans l'hôpital, mais lui, il est très spécialisé dans son dispositif médical. Et il faut que vous puissiez discuter avec lui, parce que ce dispositif, c'est quelque chose qui va être utilisé dans la semaine par les infirmières. Il faut que vous ayez compris comment ça fonctionne, alors que vous avez peut-être même jamais su que ça existait avant, pour pouvoir bien l'expliquer aux infirmières, parce que potentiellement, il y a un risque infectieux derrière. Et donc ça vous concerne directement. Alors qu'au départ, on vous a dit, bah tiens, il y a telle personne de chez 3M qui arrive. Bah ouais, ok, pourquoi pas. Mais, et c'est vraiment la diversité, c'est-à-dire on peut parler avec des infirmières, on va parler avec le directeur de l'hôpital parce qu'il veut comprendre pourquoi on fait fermer tel service, et que lui, ça l'impact direct parce que c'est un nombre de lits, c'est un nombre de restructurations en termes d'équipes, d'équipes dans le service, de personnel hospitalier. Vous allez parler avec la bactério parce qu'ils vous appellent tous les jours pour dire ah, bah, attention, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Voilà, vous allez parler avec tel type de chef de service parce qu'il y aura tel ou tel article qui sera paru dans telle ou telle revue et qui vous impactera en termes de risque infectieux, et lui l'impactera parce que c'est sa discipline, et vous voyez des patients. Donc, ouais, c'est hyper riche. Puis pour rebondir un peu sur ce que dit Pierre, choisir une filière, ça ne vous cantonne pas forcément à OK, j'ai fait hygiène, je vais avoir des patients tout le temps, ou OK, je fais quelque chose de plus essai clinique entrepreneuriat, je ne verrai jamais de patients. Si Pierre, à un moment, il se dit j'ai envie de voir une start-up de dispositifs médicaux qui fait des choses pour l'hygiène, il justifie ça dans son parcours, dans sa maquette, puis ça colle très bien. Si à un moment, j'ai envie d'aller dans le service de pharmacie clinique, de coaching, pour aller voir des médecins, voilà, les médecins et les patients, et leurs projets qu'ils veulent faire, et parler de la cohérence pharmaceutique, je peux tout à fait faire un stage où tous les jours, j'irai voir des patients, et on reste des professionnels de santé, mais on a aussi le côté recherche. Donc vraiment, on peut avoir 2, voire 3 casquettes, et on fait sa maquette comme on veut. Benjamin. Oui, bah, pour rebondir sur ce qui a déjà été dit, c'est vrai que l'aspect transversal est super intéressant. Moi, par exemple, pour mes réunions de labo, je discute avec un microbiologiste, un chimiste, enfin plein de gens. Et c'est vraiment des discussions super intéressantes où à chaque fois on apprend plein de choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui me motive au jour le jour. Pour ce qui est voir des patients, moi j'en vois pas du tout. Personnellement, ça me dérange pas. Après, je pense que c'est largement possible, du moment qu'il y a une cohérence, de dire bon tiens, je vais voir, je dis n'importe quoi, si on travaille sur de la thérapie cellulaire dans des maladies comme la maladie de Crohn par exemple, on peut très bien dire est-ce que je peux aller voir des patients à qui on va injecter des CAR-T, voir comment ça va se passer, voir s'il y a des entretiens, des choses comme ça. Donc oui, forcément, si pour certaines personnes, voir des patients, c'est primordial, ça sera toujours possible, je pense. D'accord. Alors, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Si quelqu'un veut poser une question, prendre la parole, je l'invite. Sinon, il y a un petit sondage qui va apparaître sur votre écran pour pouvoir y répondre et pour qu'on puisse nous améliorer aussi dans les prochaines confs, parce que la conférence IPR fait partie du mois de l'internat de l'allée. Je voulais remercier le professeur Vidal pour son allocution, sa présence, ses questions et son humour aussi. Merci à vous. Un, d'organiser ça, et puis 2, de m'avoir invité aussi, c'est sympa. Mais c'est vrai que vous faites pas mal pour essayer d'informer au maximum les étudiants, et
ça se superpose à ce qu'on fait à la fac et c'est toujours bien que ce soit des jeunes qui parlent aux jeunes. Alors, je ne me mets pas dans les jeunes, hein, je vous rassure, mais par expérience, les étudiants croient beaucoup plus facilement un interne qui lui parle de son cursus que nous quand on présente la filière. D'accord. Merci à vous. En tout cas, alors, on a une question de Marion. Pouvez-vous nous en dire plus sur le fait que ce soit un DES non qualifiant? Ben, un DES, si je résume, hein, un DES qualifiant, c'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de postes qui sont réservés aux personnes qui ont fait ce DES. En clair, si vous voulez faire biologiste, il fera le DES de biologie. Si vous voulez faire biologiste spécialisé en hémato, il fera le DES de bio avec une spécialisation en hémato. Si vous voulez travailler en PUI, il faudra avoir fait le DES de pharmacie hospitalière. Alors après, à côté de ça, il y a quelques exceptions, mais je précise quelques, on en a parlé, hein, l'hygiène en fait partie, la thérapie cell en fait partie. Mais il faut savoir qu'il y a des grandes disciplines qui sont réservées soit au DES de pharma, soit au DES de bio. Voilà ce qu'on appelle un DES qualifiant. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir ce DES vous réserve certains postes derrière. Voilà, si je résume en 2 mots. J'espère que ça a répondu à la question de Marion. Et alors, une deuxième question. Quels sont les inconvénients par rapport au DES bio et hospitalier? Les inconvénients de quoi? C'est vague comme question, ça. Je pense qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. On pourrait tourner la question autrement. Quels sont les inconvénients du DES de bio par rapport au DES IPR, hein? Oui. Je veux dire, quel que soit ce que vous faites comme filière, que ce soit en termes de DES, que ce soit en termes de master, que ce soit en termes d'ULC, enfin, peu importe le truc, mais chaque fois que vous faites un choix, vous devez vous poser la question, par rapport à moi, ce que je veux faire, quels sont les avantages et inconvénients. Donc, dire qu'il y a plus d'inconvénients dans un DES que par rapport à d'autres ou plus d'avantages, c'est pas nécessairement… Alors, inconvénient par rapport au fait que ce ne soit pas qualifiant, du coup, il y a des postes auxquels vous ne pouvez pas prétendre. C'est-à-dire que si vous… C'est pour ça que j'ai commencé par ça, parce que c'est quand même important de le savoir. Si vous me dites, moi, je veux travailler dans un labo en milieu hospitalier, faire de l'hémato, clairement, je vais vous dire, fais pas IPR. Ce n'est pas la voie royale pour faire IPR. Alors après, dans la vie, il y a toujours des virages qu'on peut prendre. Mais il faut savoir que ces virages, ça reste exceptionnel et ça se réfléchit à l'avance. C'est-à-dire que moi, je dis toujours que quand vous voulez faire quelque chose, vous avez parfaitement le droit, vous spécialiser dans quelque chose et puis au fur et à mesure des années, vous dites c'est dommage, j'aurais dû faire ça. Alors, je compare ça à un avion au décollage. Quand vous décollez un avion, si vous voulez amorcer un virage, il faut surtout attendre d'être en vitesse de croisière et en plein vol. Si vous amorcez un virage alors que vous êtes sur la piste, vous crachez. C'est pareil pour les études. C'est-à-dire que quand vous avez amorcé quelque chose et bien amorcé, c'est-à-dire que vous êtes en vitesse lancée, vous savez que en aviation, il y a des vitesses minimales ou maximales en dessous de laquelle on ne peut plus faire demi-tour. C'est pareil dans les études. C'est-à-dire que si vous êtes lancé, je dis n'importe quoi, je vais prendre ma discipline, que ce soit la chimie ou la pharmaco, si vous êtes lancé là-dedans et puis que tout d'un coup, vous dites mais tout compte fait, pourquoi il y a 2-3 ans, j'ai fait ce choix et pourquoi je n'ai pas fait… je ne sais pas moi, de l'immuno, finissez ce que vous faites et après tournez vers l'immuno et appliquez ce que vous faites au nouveau truc. C'est surtout ça qu'il faut faire. Et quand c'est comme ça, croyez-moi par expérience, vous aurez quelque chose qui sera super spécifique. C'est-à-dire que il ne faut pas dire ce que j'ai fait, c'est dommage, ça ne me plaît pas ou ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire et je ferais bien de faire autre chose. Il faut dire, voilà, c'est dommage, j'aurais mieux fait de faire de l'immuno à la place de la chimie. Après, faites de l'immuno en appliquant vos connaissances de chimie à l'immuno, par exemple. Et ça, vous trouverez toujours des créneaux où vous serez le seul à faire ça. C'est toujours pareil. Après, quand on dit des maquettes IPR, c'est facile de dire une maquette quand vous démarrez l'internat. Sur le papier, c'est pas très compliqué à faire. Des fois, ça vous demande un peu de réflexion, même beaucoup des fois. Mais ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous êtes bloqué là-dedans. On connaît tous des gens qui ont fait pharma et qui en beau jour larguent tout en disant tout compte fait, moi je fais officine. Ils prennent un virage à 90 degrés. C'est pas pour autant que ce qu'ils ont fait, ils vont le regretter à vie. C'est pas ça. C'est que dans la vie, on peut avoir une opportunité qui est professionnelle ou perso. Il faut, comme je dis aux étudiants, quand vous faites un projet professionnel,
une des questions à vous poser, et je ne dis pas que tout le monde a la réponse loin de là, c'est comment vous vous voyez dans 10 ans là. Si je vous pose la question à tous, comment vous voyez dans 10 ans, en clair, quand je dis comment vous voyez, il faut tout inclure là-dedans. Il n'y a pas que qu'est-ce que je vais faire au niveau pro. C'est est-ce que je vais être marié, est-ce que je veux 3 gamins, est-ce que je veux voyager tous les jours ou presque, il y a plein de questions à intégrer, que ce soit vie professionnelle et vie pro, et c'est avec ça qu'on fait un projet. On ne fait pas un projet en étant que un projet pro, sinon on a loupé quelque chose. Hein. Enfin, ça, c'est mon point de vue, mais je pense que la plupart des gens le partagent. Hein. Faut tout intégrer quand on fait un projet. Et c'est pas facile, hein, surtout à votre âge, hein, ça je reconnais. Mais voilà. C'est vrai. Peut-on enseigner à l'université Voilà. après un DES IPR? Oui. Après, c'est toujours pareil. Si vous voulez enseigner de l'hémato, il vaut mieux avoir fait bio. Après, prenez un créneau dans lequel vous allez vous spécialiser. Et d'accord, merci beaucoup pour vos précisions et présentations. Merci à vous de nous avoir écoutés. Du coup, je renouvelle mes remerciements à M. Vidal pour sa présence et ainsi Et qu'aux internes. si certains d'entre vous veulent me poser d'autres questions, vous m'envoyez un mail. Si je ne réponds pas, vous me relancez, vous n'hésitez pas, ou vous m'arrêtez dans les couloirs à la fac le jour où on reviendra en présentiel, parce que j'espère qu'on va revenir en présentiel. Mais il n'y a pas de souci. On espère. Du coup, je voulais remercier les internes, Anne Delacour, Pierre et Benjamin Seguin, d'avoir participé à la conférence et d'avoir apporté un petit plus avec leur projet professionnel, leur expérience, qui était intéressante. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour la conférence pharmacie hospitalière de l'Allée. Et bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Merci à vous, au bonne revoir. soirée.